Bonsoir à tous et bienvenue. On est ravis tous ensemble de vous retrouver pour parler télétravail, un sujet qu'on a choisi tous les trois pour vous faire part de ce qu'on a pu constater et identifier comme étant les trois indispensables pour en faire un atout pour votre entreprise et vos salariés. Et donc j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir avec Sylvie et Kate, que je vais laisser se présenter. Je vais vous laisser la parole et je m'en présenterai juste après. Bonsoir à tous, je suis donc Sylvie Larose-Martins, je suis avocate en droit social et j'accompagne notamment les TPE-PME dans toutes leurs problématiques de droit social et donc une problématique essentielle sur les derniers mois qui s'est profilé et qui est le télétravail, d'où ce petit webinaire sur le sujet. Je prends la main. Bonsoir à tous. Alors moi, c'est Kate Soliman. Pour ma part, je suis juriste spécialisée en droit du travail et gérante d'un organisme de formation juridique à destination principalement de tous les acteurs de l'entreprise, que ce soit les élus du personnel, donc les comités socio-économiques, les organisations syndicales et les directions, donc formation pour les DRH, les RH, etc. Afin qu'ils puissent maîtriser les bases du droit du travail en général et la négociation en entreprise, ce qui peut être assez bénéfique, notamment pour un accord sur le télétravail. Merci. De mon côté, Émeric Pagès, j'accompagne les transformations digitales en entreprise avec deux casquettes. Une première casquette de consultant et une deuxième casquette de coach professionnel certifié. Je vous en dirai un peu plus sur le coaching tout à l'heure si certains d'entre vous ne savent pas forcément ce que c'est. Donc on a choisi cette thématique ce soir. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté, et rappelons un petit peu le contexte, le télétravail qui était jusqu'à présent en France assez peu utilisé en entreprise a véritablement été déployé très largement durant la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, ce qui a permis en fait de faire perdurer l'activité dans bon nombre d'entreprises. Et puis on le voit aujourd'hui encore pour ceux qui en doutaient, le télétravail permet de continuer à travailler efficacement. Il permet même, selon certaines études assez récentes, d'augmenter la productivité des salariés. Et oui, sans doute un lien entre le fait d'être plus épanoui au travail et d'avoir un équilibre vie pro-perso qui est davantage, qui est meilleur, qui permet aussi une meilleure productivité derrière. Mais ce sont aussi invités des sujets en entreprise qui nous ont fait penser que le télétravail devait se faire accompagner, puisque quand on parle télétravail, on va parler confiance, on va parler comment cadrer tout ça, comment pérenniser, et c'est tout l'enjeu ce soir de ce webinaire qu'on vous propose. L'idée, c'est de comment passer d'un télétravail qui était souvent subi, et ça change beaucoup de choses, qui était subi, qui était forcé et qui était mis en place souvent dans l'urgence, à plutôt un télétravail qui va être un nouveau mode de travail tout simplement intégré à l'entreprise et qui va être beaucoup plus pérenne. Et qui demain, on le voit déjà dans certaines études, qui demain va faire la différence avec certaines entreprises qui ne le proposeraient pas, par exemple, sur des postes ou des offres d'emploi qui seraient possibles de faire en télétravail. On est convaincu que demain, et on le constate déjà dans les études RH, que ça va faire la différence. Donc on a identifié 3 points qu'on souhaitait vous présenter dans l'ensemble de ce webinaire, et je vais tout de suite, sans plus attendre, justement laisser la parole à Sylvie. Sylvie qui va nous présenter le premier point, le premier indispensable à cette mise en place de télétravail pérenne et efficace. C'est à toi, Sylvie. Oui, donc le premier indispensable qu'on a identifié de par nos différentes pratiques de ce sujet, c'est l'adaptabilité. On est dans un nouveau mode d'organisation qui a été, comme le disait Émeric, un peu bousculé par l'actualité. Qui fait que beaucoup d'entreprises ont pris un peu le train en marche et ont subi ce télétravail, mais en réalité, le télétravail, c'est quelque chose qui doit s'organiser et qui doit s'organiser de manière à être adapté à la réalité de chacun.
Alors, juste avant de reprendre, de passer à ces différents concepts qui peuvent être adaptés, je voulais revenir sur le télétravail. Finalement, qu'est-ce que c'est? Le télétravail, ben, c'est une forme d'organisation du travail, donc une nouvelle forme d'organisation du travail, un travail qui aurait pu s'effectuer dans les locaux de l'employeur, mais qui, pour des raisons X ou Y, va s'effectuer en dehors de ces locaux, de façon volontaire et en utilisant ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication, que sont le téléphone portable notamment et l'ordinateur, mais pas seulement. Alors simplement, je n'ai pas souhaité revenir sur comment on en est arrivé à cette définition du télétravail et les différentes lois et réglementations qui sont venues un peu bousculer, mais je voulais quand même revenir sur un point qui me semble quand même essentiel, c'est qu'a disparu de cette définition le caractère régulier, puisqu'avant les ordonnances Macron, il fallait que le télétravail s'organise de façon volontaire et régulière. On a souhaité volontairement faire disparaître la régularité du télétravail, tout simplement pour pouvoir adapter le télétravail aussi à une réalité, on va dire, un peu environnementale et sociétale, que peuvent être les grèves, les pics de pollution, etc., où on voit qu'il y a une réelle difficulté pour les salariés, voire parfois une impossibilité de pouvoir se rendre dans les locaux de l'entreprise, et pour ne pas mettre un coup d'arrêt à l'activité, de dire mettons en place le télétravail non pas seulement régulier mais aussi occasionnel. Donc, comme on le voit dans la slide suivante, on a trois piliers en fait du télétravail. C'est l'utilisation donc des nouvelles technologies, ce qui de fait va entre guillemets exclure du télétravail des salariés qui ont une activité purement manuelle. Il doit s'effectuer en dehors des locaux de l'entreprise. Alors, c'était prioritairement et avant tout un télétravail qui se faisait au domicile du salarié. Plus seulement aujourd'hui, ça peut se faire, on l'a vu avec notamment la crise, dans une résidence secondaire, mais pas seulement, également dans des espaces collectifs et collaboratifs dans lesquels les salariés peuvent télétravailler. Et c'est un travail qui aurait pu s'effectuer dans l'entreprise, donc de facto là aussi, le télétravail de prime abord devrait exclure des commerciaux dont l'activité va se réaliser par nature chez le client. Ça va également exclure des ouvriers du bâtiment dont l'activité s'effectue, elle, sur des chantiers, le télétravailleur à domicile ou encore des activités qui sont attachées à un lieu. On pense notamment à tout ce qui concerne les activités d'assistance à la personne. Alors, donc, trois critères essentiels et cumulatifs qui se mettent en place dans un cadre juridique bien spécifique. C'est la slide juste d'après. Émeric, merci. Alors, comment se met en place le télétravail? C'est dans le cadre d'un accord collectif. On a une primauté de l'accord collectif depuis les ordonnances Macron. Alors, qu'est-ce que signifie l'accord collectif? Ça signifie que si j'ai des délégués syndicaux dans l'entreprise, je suis obligée d'engager une négociation sur le télétravail. Si je n'ai pas de délégués syndicaux ou si ma négociation collective échoue, puisque l'employeur a une obligation non pas de conclure, mais d'engager des négociations, je peux mettre en place le télétravail dans le cadre d'une charte qui, elle, va être élaborée par l'employeur après avis consultatif du comité social et économique. Et à défaut, c'est un accord individuel avec le salarié qui peut être formalisé par tout moyen. Deux points essentiels. De mon point de vue personnel, l'accord individuel, il doit se faire de manière très exceptionnelle, dans des situations vraiment particulières. C'est pas ce que je recommande de prime abord. Pourquoi? Parce qu'on va démultiplier les situations de télétravail, ce qui fait que ça va devenir une usine à gaz pour l'employeur d'avoir des accords individuels sur le télétravail. L'accord collectif et la charte vont avoir comme vertu finalement d'être adaptés à un collectif de travail, et c'est pour ça que, de mon point de vue, ce cadre juridique négocié est un indispensable.
Le deuxième point sur lequel je voulais quand même revenir, c'est qu'effectivement, il y a eu une modification. Alors, plutôt, il y a eu une adaptation du cadre juridique qui a été vue par les employeurs comme une modification du cadre juridique avec cette crise sanitaire. Alors certes, il y a eu des dérogations, c'est-à-dire qu'on a permis notamment de ne pas avoir un accord préalable du salarié, de consulter a posteriori le comité social et économique, mais cela ne remet pas en cause le fait que le télétravail doit s'organiser soit dans le cadre d'un accord collectif, soit dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur, ou alors dans le cadre d'un accord individuel avec le salarié. Mais j'ai bien un cadre juridique qui doit mettre en œuvre le télétravail. Du coup, se pose vraiment la question pour les employeurs de savoir, j'ai une définition légale très précise de ce qu'est le télétravail, j'ai un cadre juridique dans lequel il doit s'organiser. Finalement, quel est l'intérêt pour moi en tant qu'employeur de mettre en place le télétravail, et notamment dans le cadre d'un accord ou d'une charte élaborée par l'employeur? L'intérêt, c'est la slide juste d'après, merci. L'intérêt, c'est justement ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le fait d'adapter le télétravail à la réalité de l'entreprise. Et pour ça, on a quand même, dans le cadre d'un accord ou d'une charte, plusieurs possibilités d'adapter. La première, c'est de déterminer les salariés qui sont éligibles au télétravail, et ça, seul l'employeur peut le faire. La loi vous dit, je ne peux pas exclure de facto un salarié du télétravail. Tout salarié doit être et est éligible au télétravail. Maintenant, la loi permet également à l'employeur de déterminer quelles sont les activités ou les tâches qui vont pouvoir être télétravaillables. Alors, je dis bien les activités ou les tâches parce qu'on peut raisonner, et de mon point de vue, il vaut mieux raisonner non pas par métier, mais par activité. C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait que les commerciaux, par nature, eux, vont intervenir chez le client. Donc, a priori, ils ne sont pas sur un métier télétravaillable, mais peut-être que des activités, tout l'aspect administratif de leur métier peut se concevoir dans le cadre du télétravail. Donc, ne pas raisonner uniquement en termes de métier, mais en termes plutôt d'activité. Et prendre en compte la spécificité de vos activités ou des tâches de vos collaborateurs. C'est-à-dire que par nature, je vais avoir peut-être des activités, tout ce qui est manipulation de machines, tout ce qui est travail d'équipe, qui ne peut pas s'effectuer de manière télétravaillable. Et de la même façon, je vais pouvoir avoir des profils de salariés dont, en tant qu'employeur, je vais considérer qu'ils ne peuvent pas être en situation de télétravail parce qu'ils n'ont pas de logement compatible avec un télétravail, parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'autonomie. Donc, cette détermination des salariés éligibles au télétravail, ça me permet de réellement coller à la réalité de mon entreprise et de prévoir des critères, notamment d'activités télétravaillables, comme l'ancienneté, la durée du travail, la nature du contrat aussi, et la durée du contrat. Par exemple, un salarié à temps très partiel qui serait déjà très peu dans l'entreprise, on va pouvoir dire je ne vais pas le mettre en télétravail parce que si je le mets en télétravail, il n'aura aucun lien avec l'entreprise. Et dans cette notion de télétravail, il est important de conserver ce lien avec l'entreprise ou dont l'autonomie n'est pas suffisante. Conserver ce lien, ça veut dire aussi organiser le télétravail. Donc, je vais pouvoir organiser dans mon télétravail des plages, justement, et réserver des plages qui seront uniquement présentielles. Et dire à mes collaborateurs, voilà, une fois par semaine, une fois par mois, on a une réunion d'équipe qui doit se tenir en présentiel et ce jour-là, personne ne télétravaille. Donc, ça veut dire avoir la possibilité de limiter le nombre de jours qui sont effectués en télétravail. Et on pourrait très bien aussi concevoir que des services télétravaillent moins de jours que d'autres. C'est tout à fait concevable. C'est aussi fixer les jours de télétravail, c'est-à-dire que dans un service, on va dire, on télétravaille 2 jours, mais Monsieur X et Monsieur Y vont télétravailler le lundi et le jeudi, et Monsieur Z et Monsieur A, eux, vont télétravailler le jeudi et le vendredi, ce qui me permet d'avoir une réelle organisation qui va être adaptée à ma configuration de service et à ma configuration d'entreprise.
La troisième façon d'adapter le télétravail, c'est de prévoir une phase expérimentale que je vous recommande, c'est-à-dire de prévoir sur un périmètre réduit, sur une durée réduite, effectivement, d'expérimenter le télétravail, parce que le télétravail, c'est une nouvelle forme d'organisation et qu'il faut permettre tant aux salariés, mais aussi à l'employeur, de l'expérimenter et de réellement se rendre compte si c'est une organisation du travail qui peut se concevoir dans l'entreprise. Ça pourrait soit passer par une vraie phase expérimentale, c'est-à-dire que je mets en place un accord à durée déterminée, qui serait une phase d'expérimentation et qui se terminerait par un bilan avant la mise en place de manière plus globale, ou ça pourrait également être dans le cadre d'un accord à durée indéterminée avec des phases de mise en œuvre. Je commence par 2 services, puis j'essaye de faire un 3e service, je fais un bilan et je continue et j'adapte le télétravail. C'est aussi prévoir des périodes d'adaptation. Donc chacun dans cette période d'adaptation pourrait mettre fin au télétravail, que ce soit l'employeur ou que ce soit le salarié, parce que finalement ça ne correspond pas à ma réalité d'entreprise, ça ne correspond pas non plus à ma réalité en tant que salarié, et donc il est important de mon point de vue de prévoir une période d'adaptation et de vérifier si le télétravail est compatible déjà avec l'organisation du service, mais également avec les compétences du salarié. Et systématiquement une phase de réversibilité. Cette réversibilité, elle peut être individuelle, mais elle doit également être collective. Je dois avoir la possibilité de revenir dans un service sur cette notion de télétravail et dire non, ça ne me convient pas et effectivement, je mets fin au télétravail, ou d'avoir la possibilité de revenir sur le télétravail en disant voilà, mon collaborateur, il a changé, il a été muté dans un autre service, donc le télétravail ne sera peut-être plus adapté à ces nouvelles missions. Mon salarié, il a déménagé, donc son logement n'est peut-être plus adapté, ou toute modification, une restructuration d'entreprise, tout ce qui pourrait remettre en cause le télétravail. Alors, j'insiste vraiment sur cette adaptabilité parce que, encore une fois, même si on en entend parler depuis plusieurs années, on est vraiment sur une nouvelle organisation du travail, quelque chose qui se met en place progressivement et un peu plus vite sur les derniers mois avec cette crise sanitaire, mais il faut véritablement que chacun ait cette conscience que dans le télétravail, tout n'est pas aujourd'hui sûr, tout ne peut pas être mis en place de manière figée, définitive. Il faut conserver cette possibilité d'adapter et de faire évoluer le télétravail pour qu'il soit encore plus adapté à la réalité et qu'on puisse se dire sur tel ou tel point, ça ne convient pas, il faut qu'on change. Et pour adapter et rendre optimale cette forme de télétravail, c'est notre second indispensable, c'est de mettre en place un dialogue social dans l'entreprise qui va permettre d'adapter ce télétravail au fur et à mesure du temps. Alors, effectivement, comme le disait très justement Sylvie à l'instant, le premier point qui nous semble essentiel à la mise en place d'un télétravail serein et sécurisé au sein de votre entreprise, c'est l'adaptabilité du cadre que vous choisirez pour qu'il soit au plus proche de vos besoins internes. Donc, il n'y a pas une seule et même manière d'instaurer le télétravail. Mais selon nous, l'adaptabilité de ce cadre juridique ne pourra se faire sereinement que si vous mettez un dialogue social collaboratif. Donc, dans un premier temps, il faut comprendre ce que signifie dialogue social. Il me paraît nécessaire de vulgariser ce terme qu'on entend un peu à toutes les sauces en entreprise ou aux infos, mais qui est souvent mal appréhendé malheureusement. Alors, qu'est-ce que c'est le dialogue social ? Le dialogue social, c'est vraiment la manière dont vous, en tant qu'interlocuteurs principaux des salariés, en tant que représentants de la direction, vous allez discuter, vous allez partager la manière dont vous allez informer ceux qui sont élus pour représenter les salariés, donc que ce soit le comité social économique de votre entreprise, que ce soit les délégués syndicaux, et surtout, comment vous allez décider de les écouter eux et de les faire participer à vos projets
pour les inclure dans vos processus de décision. Et ça, évidemment, sur le long terme et non pas à un instant T. Pas seulement sur la négociation d'un accord de télétravail. Donc, comment faire dans le cadre du télétravail, vu que c'est le sujet qui nous occupe ce soir? Ici, comme vous le disiez, Sylvie, juste avant, vous avez soit l'obligation d'élaborer conjointement un accord collectif sur le télétravail avec les délégués syndicaux de votre entreprise, s'il en existe, soit en l'absence de délégués syndicaux ou en cas d'échec des négociations avec ces derniers, d'élaborer unilatéralement une charte. Là, on passe justement sur la slide suivante. Dans le premier cas, vous pourriez faire le choix de déclencher des négociations qui n'aboutiront pas. Concrètement, ce que je suis en train de dire, vous pourriez aller dans le sens d'un sabotage de vos négociations pour accéder directement à l'élaboration de cette charte unilatérale dont on parlait juste avant. Mais vous avez aussi le choix stratégique d'écouter les propositions des délégués syndicaux qui représentent la voix des salariés de votre entreprise et donc qui connaissent la réalité du terrain. Vous pouvez décider de faire confiance en fait. Faire confiance, envisager les propositions des représentants des salariés. En tout état de cause, que vous acceptiez ou non leurs propositions, le seul fait de les écouter, ce sera déjà une belle preuve de collaboration et d'implication. Je vous donne un exemple concret qui a fait l'objet de pas mal de débats pendant la crise, et notamment pendant le confinement, l'octroi des tickets restaurants. Est-ce qu'on doit octroyer les tickets restaurants aux télétravailleurs ou non? Il y a deux décisions qui se confrontent là-dessus, assez récentes de 2021. Donc c'est assez intéressant de collaborer et de discuter de ça avec les représentants des salariés pour voir ce qui est le mieux, ce qui collerait au mieux à la réalité de votre entreprise. Dans le second cas, il n'existe pas de délégués syndicaux dans votre entreprise ou alors les négociations ont échoué. Vous allez donc élaborer une charte qui se veut unilatérale, du coup. Et ici encore, vous avez le choix de spontanément impliquer les élus du comité social économique dans votre démarche qui n'ont légalement qu'un simple avis consultatif à vous donner finalement sur cette charte. Donc le but étant ici d'adapter au mieux, comme le disait Sylvie, le contenu de votre charte en fonction de la réalité de vos besoins. Alors, on passe sur la slide suivante. Pourquoi s'embêter avec ces discussions, ces réunions avec les représentants du personnel? Parce que souvent, ça représente une contrainte pour les directions. C'est plutôt les retours qu'on a. Alors, pour avoir une organisation du travail de qualité, pour cela, vous avez plusieurs moyens à votre disposition pour tester le télétravail sans vous sentir pour autant contraint de conserver cette organisation du travail. Vous pouvez convenir, comme le disait Sylvie tout à l'heure, d'une phase d'expérimentation du télétravail. Cette phase d'expérimentation, on va pouvoir la prévoir dans l'accord collectif ou dans la charte. Le faire, non pas seul, mais en accord avec les représentants du personnel, c'est se montrer transparent, c'est donner une chance à ce mode de travail, le temps d'un test, de voir si ça fonctionne en fait. Et c'est les impliquer aussi, eux, dans le diagnostic de cette première phase de test. Et pourquoi pas faire de concert avec eux un sondage auprès des collaborateurs pour connaître leur ressenti, comment ils ont vécu cette période de test. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous avez également la possibilité de prévoir ce qu'on appelle des commissions de suivi. Vous pouvez instaurer des commissions de suivi périodiques, par exemple tous les 6 mois ou alors tous les ans, en incluant les principaux acteurs du télétravail, DRH, managers, élus. Ça vous permettra d'échanger sur les problématiques qui sont réellement rencontrées sur le terrain. Vous avez également un autre point qui semblait beaucoup effrayer les directions dans les entreprises françaises, notamment, la possibilité de contrôler à distance le temps de travail qui est réellement effectué par un salarié qu'on n'a plus physiquement sous notre contrôle, et la charge de travail qui aurait été réellement abattue par les salariés.
Et pour ça, il existe différents systèmes de contrôle du temps de travail et de la charge de travail à distance. Mais ces systèmes-là, il faudra les mettre en place et analyser les plus opportuns en fonction de vos besoins, encore une fois. Et surtout, ils devront être prévus au sein de l'accord d'entreprise ou de la charte. Donc ça, c'est indispensable. Et alors, est-ce que tu peux passer la slide suivante, Émeric, s'il te plaît? Top. Pour conclure sur ce deuxième point qui nous semble indispensable dans la mise en place du télétravail, il est important de rappeler que le télétravail y contribue grandement aujourd'hui, et on a pu le voir pendant ces 2 dernières années, à l'amélioration des conditions de travail des salariés. L'amélioration des conditions de travail, vous le savez, c'est un des rôles essentiels des représentants du personnel. Les inclure, ça semble donc stratégiquement idéal et pertinent. Alors de mon côté, les différents retours d'expérience que j'ai pu avoir dans le cadre des premiers bilans de commission de suivi suite aux négociations dans lesquelles j'ai pu accompagner des entreprises dans la mise en place du télétravail ont révélé plusieurs points, notamment que le télétravail, c'est tout d'abord une organisation du travail qui réduit à néant les temps de trajet et donc, a fortiori, les retards. Vos salariés sont pour la plupart à la maison et n'ont pas le stress habituel du trajet, n'ont pas le stress des embouteillages et donc n'ont pas le stress d'être en retard au travail. Il diminue aussi considérablement le taux d'absentéisme au sein de l'entreprise, donc il est plus dissuasif quant au fait de se mettre en arrêt maladie. Vous avez beaucoup moins d'arrêt maladie quand vous mettez en place le télétravail en entreprise. Il est plus dissuasif aussi de prendre des congés payés, des RTT à tout va. C'est un mode de travail qui induit de fait moins de sollicitations externes pour vos collaborateurs, des collaborateurs qui seront moins dérangés, qui seront moins parasités par tout ce qui se passe autour. La concentration également en télétravail est plus accrue. Donc, il y a moins de pauses café, il y a moins de pauses cigarettes, il y a moins d'échanges physiques. On est beaucoup plus concentré sur ce qu'on est en train de faire. Et enfin, il est notable aussi de constater une entreprise qui propose le télétravail aujourd'hui. C'est une entreprise qui attire les nouveaux salariés. C'est une société qui fidélise ses collaborateurs. Donc, on constate, in fine, moins de turnover dans les entreprises, ce qui est un point positif. Donc, pour nous, vous l'aurez compris, une adaptabilité du cadre juridique, un dialogue social efficace sont 2 éléments qui nous semblent être essentiels à un télétravail sécurisé, mais ne peuvent pas se dissocier du 3e point que je laisse Émeric vous présenter. Merci Kate. J'en profite aussi pour vous dire que n'hésitez pas d'interagir dans le chat. On a déjà quelques commentaires, on prendra le temps en fin de webinaire d'y répondre ou de réagir. 3e indispensable selon nous, effectivement, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, pourquoi? Parce que le télétravail, quand il est arrivé ou quand il arrive en entreprise, peut totalement chambouler un peu l'activité et notre façon en fait de gérer nos modes de travail. Et donc, ça requiert un accompagnement. Aujourd'hui, les entreprises qui souvent ne tirent pas les bénéfices d'un télétravail sont souvent celles qui ont mis soit en place le télétravail dans l'urgence sans respecter un cadre ou sans accompagner leurs salariés et leurs équipes dans ce nouveau mode de travail, soit ne l'ont pas fait suffisamment pris par l'urgence ou en voyant ça pas forcément très utile dans un premier temps. Alors, accompagnement, il y a plusieurs façons d'accompagner ce télétravail. Moi, je vais vous parler personnellement de mon point de vue, de mon expérience, et pour vous parler de ça, je vais vous parler un petit peu de qui je suis, de mon cheminement. J'étais au départ consultant en transformation digitale et j'ai travaillé beaucoup en entreprise. Ce que je me suis aperçu, c'est que contrairement à ce qu'on pense souvent, une transfo digitale dont le télétravail peut faire partie, finalement, faire évoluer nos modes de travail grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est un des éléments d'une transformation digitale. On a trop souvent tendance à se focaliser en fait finalement sur la techno, l'aspect techno.
Et on oublie trop souvent tous les impacts et tout l'accompagnement, accompagnement au changement humain qui doit se faire sur le plan humain, que ce soit au niveau des managers, des salariés, des équipes. Comment accompagner ces changements qui sont parfois des changements qui vont bouleverser, comme je disais, la façon dont un salarié a eu l'habitude de travailler pendant des années. Euh, la, la thématique que je voulais vous proposer ce soir, c'est de vous parler d'abord de coaching professionnel et comment le coaching peut aider justement dans le cadre d'une mise en place d'un télétravail à accompagner, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Mais avant ça, je voulais faire un rappel pour ceux qui n'ont pas forcément des notions sur ce qu'est le coaching professionnel. Donc c'est une discipline transversale des sciences humaines où on vise à accompagner un individu ou un collectif dans l'atteinte de ses objectifs de développement. Donc le coach professionnel va pouvoir aider à clarifier, définir un objectif, accompagner vers la réussite, en permettant de soit reprendre conscience de son potentiel, dépasser les obstacles quand il y en a, et tout ça dans un cadre effectivement bienveillant, respectueux de l'identité profonde de la personne qu'on va accompagner ou de l'équipe, du groupe, du collectif qu'on va accompagner, et qui vise à la pleine autonomie. Donc vous l'avez compris, le coach n'est pas là pour donner des conseils, c'est pas quelqu'un qui sait tout sur tout, il est là pour accompagner le changement, et notamment la mise en place du télétravail est un exemple. Accompagner le changement pour permettre en fait aux équipes, aux managers et à l'ensemble des personnes qui vont travailler avec ce nouveau mode de travail à trouver leur propre solution. Alors pour moi, l'accompagnement, il doit se faire à deux niveaux, à minima. D'abord au niveau des managers. Pourquoi? Parce que finalement, manager à distance, c'est pas forcément aussi simple à appréhender. Ça vient en compte la question de la confiance. On parlait tout à l'heure de contrôle, et là, je vous proposerai de parler de confiance juste après. Il s'agit de pouvoir aussi développer pour un manager son écoute active, son empathie. Pourquoi? Parce que son équipe va sûrement avoir d'autant plus besoin de ressentir ça, parce qu'on est dans un lien social qui est différent de celui qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours au bureau. Il y a un enjeu aussi quand on est manager ou quand on est dirigeant d'une équipe, c'est de renforcer ou de maintenir la cohésion de l'équipe. On verra ça juste après. Et puis, on va demander aussi aux managers d'adopter de plus en plus des compétences comportementales qui vont ressembler à ce qu'on appelle parfois le manager coach, en tout cas qui vont aider le manager à sortir de cette posture de trop autoritaire ou pas forcément bienveillante, ou aussi parfois par manque de confiance ou par sentiment d'être débordé par les événements, pour adopter plutôt un management qui soit plus bienveillant, authentique, et qui permette en fait aussi d'accompagner toute l'entreprise dans la mise en place de ce télétravail. L'intelligence émotionnelle, la gestion des émotions sont souvent aussi des aspects qu'on retrouve dans les problématiques qu'on peut accompagner autour du télétravail. Et vous comprenez l'idée de cet accompagnement, c'est de pouvoir, on l'a vu, accompagner d'un point de vue juridique, d'un point de vue dialogue social, mais aussi d'un point de vue plus humain, entre guillemets, c'est-à-dire accompagner aussi ce changement par les impacts qu'il peut avoir. Et vous voyez bien qu'une transfo digitale, du coup, on ne reste pas uniquement en surface au niveau d'un changement technologique, mais on va bien plus en profondeur. Et c'est ce qui va faire la différence d'une entreprise qui a une transformation digitale réussie ou un niveau de maturité digitale plus élevé. Alors, je parlais de la confiance. Évidemment, quand on parle télétravail, se pose inévitablement la question de la confiance. D'ailleurs, les obstacles au télétravail, si on regarde ce sondage de l'Institut qui a été fait très récemment, on voit que c'est l'une des premières contraintes ou obstacles au télétravail. Alors finalement, attention, la confiance ne se décrète pas. Il ne s'agit pas, quand on le voit en bas à gauche dans le dessin humoristique, de dire qu'on fait confiance, mais en étant dans le micromanagement, dans le contrôle à tout prix. Il s'agit de pouvoir instaurer un cadre qui va permettre de faire confiance. La confiance ne vient pas sans autre chose qui est la responsabilité, la responsabilisation aussi. Donc il s'agit de trouver ce bon équilibre, de pouvoir aussi peut-être manager comme on le voit à droite en parlant vision, en étant aussi un leader. On parle de manager coach, mais on parle aussi de manager qui devient de plus en plus leader et qui développe un leadership plutôt qu'un autoritarisme à tout prix. Et tout ça, ça peut s'accompagner en coaching, et en tout cas, c'est important de pouvoir l'accompagner dans la mise en place du télétravail, parce que c'est vraiment un des aspects qui va faire qu'on va avoir un télétravail réussi ou non,
que ce soit au niveau du ressenti des salariés, au niveau du ressenti des managers, et c'est pas simple d'appréhender ce changement et cette nouvelle façon de collaborer à distance, ou du point de vue du dirigeant ou du comité de direction qui va aussi évaluer en fonction de comment ce télétravail, comment ce passage est vécu dans l'entreprise, ce qui en fait va évidemment se répercuter derrière sur les résultats et sur l'activité tout entière de l'entreprise. Alors, quand on parle beaucoup télétravail, évidemment, alors encore plus dans ce contexte de crise sanitaire où les choses ont été un petit peu subies, forcées et mises en place rapidement, on parle beaucoup de gestion du stress. Et vient avec ça la nécessité parfois de lâcher prise, de pouvoir en fait contrôler et avoir conscientiser ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle la zone d'impact, ce sur quoi moi, en tant que manager ou en tant que collaborateur, je vais avoir un impact potentiel, mais aussi identifier souvent ce qu'on ne fait pas assez souvent, ce qui est hors impact. C'est-à-dire qu'on a des actions, des choses qui sont en dehors de notre fait. Et savoir lâcher prise sur ce qui est hors impact et se concentrer sur les actions qui vont être dans notre zone d'impact vont nous aider aussi à gagner en gestion du stress et à pouvoir lâcher prise quand il le faut, en sachant qu'on a toujours une zone d'influence. Hein, c'est jamais soit à gauche, soit à droite. On a toujours une zone qui est un petit peu entre les deux. Voilà un exemple simplement pour vous illustrer ce qu'on peut faire en coaching au niveau de manager ou de collaborateur pour gérer ce stress qui parfois est généré par la mise en place du télétravail. Et puis on va mettre en place aussi des actions de confort qui vont aider peut-être le salarié, le manager, en dehors de ces deux zones d'impact hors impact, l'aider aussi dans sa gestion du stress au quotidien. Alors, quand on parle d'accompagnement, je parlais jusqu'ici d'accompagnement individuel, on va parler aussi inévitablement d'accompagnement collectif. Oui, puisque collaborer à distance, c'est aussi pouvoir cultiver cette cohésion, définir idéalement dans la co-construction, dans ces nouveaux modes de collaboration, de management et d'intelligence collective, définir un cadre. Alors certes, il y a le cadre juridique qu'on a vu précédemment, mais peut-être qu'au niveau de l'équipe, au niveau, je voyais dans les commentaires, et je suis assez d'accord, au niveau du groupe, du département, il peut aussi y avoir des enjeux de ce qu'on va définir ensemble et ce qu'on va co-construire ensemble. Et c'est tout l'enjeu aussi d'accompagner ces équipes dans définir ce cadre, poser ce cadre qui sera sécurisant finalement pour l'ensemble de l'équipe. Ça pouvait être aussi accompagné sur l'innovation, la créativité, pouvoir sortir du cadre dans ce contexte de télétravail, et si on élargit dans un contexte de transformation digitale, c'est aussi un enjeu de résilience collective. Comment, encore plus dans ce contexte de crise sanitaire, comment le collectif va pouvoir faire face à ce qui lui arrive, au challenge à relever. L'enjeu également de ne pas rompre le lien, de pouvoir organiser des moments de présentiel. On l'a vu tout à l'heure, l'idée n'est pas forcément de faire du 100% télétravail. Il s'agit de pouvoir aussi cultiver et faire perdurer des moments de présentiel. Mais attention, si c'est des moments de présentiel qui ressemblent à ce qu'on faisait avant quand on était au bureau, il y a peu d'intérêt. Peut-être qu'il faut organiser aussi des choses où on va justement accentuer la convivialité et avoir des moments d'échange qui sont difficilement faisables à distance, et profiter de ces moments présentiels pour favoriser ces moments, et puis avoir une organisation qui va être différente au fil de l'année, avec des moments de présentiel peut-être obligatoires où l'équipe va pouvoir se retrouver, va pouvoir renforcer l'efficacité collective dans ce contexte-là. Donc l'intelligence collective, j'en parlais, c'est l'une des compétences comportementales clés que développent les entreprises, y compris dans un contexte de télétravail. Là aussi, ça ne se décrète pas. Il s'agit de pouvoir faciliter cette intelligence collective, mettre les conditions pour qu'elle puisse émerger. Et puis, on va pouvoir aussi travailler sur des aspects en tant qu'équipe qui vont pouvoir améliorer la communication au sein de l'équipe. Alors, on peut utiliser divers outils pour ça quand on fait du coaching collectif. Je vous en propose ici un que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, qui est le profil comportemental DISC. Il y en a plusieurs qui existent, MBTI, Insight, et qui vont permettre en fait à l'équipe d'identifier et de comprendre un peu mieux ses modes de communication, ses préférences de communication, et qui vont permettre, comme vous voyez sur la carte à droite, de cartographier quelque part les membres d'une équipe afin qu'ils puissent aussi
mieux communiquer ensemble et mieux communiquer ensemble aussi à distance, puisque l'enjeu de communication à distance n'est pas le même que lorsqu'on est en présentiel. Et donc tout ça, ça va pouvoir aider l'équipe finalement à avoir conscience de tous ces éléments et à gagner en maturité collective et en efficacité collective pour pouvoir faire relever les challenges que représente la mise en place du télétravail ou plus globalement une transformation digitale. Enfin, pour conclure sur l'accompagnement, donc je le disais, conserver des moments de présentiel. Il ne s'agit pas de faire 100% de télétravail, ça existe dans certaines entreprises, mais quand on est dans du 100% télétravail dans ces entreprises-là, très souvent, il y a quand même la mise en place de séminaires, que ce soit par trimestre ou par semestre, des moments d'échange où les équipes vont se retrouver. Mais attention à bien favoriser ces moments d'échange et ces moments de convivialité qui ne vont pas ressembler forcément à on est en réunion toute la journée et on enchaîne les réunions, mais plutôt permettre aux collaborateurs de se retrouver, d'avoir peut-être justement, c'est le moment de pouvoir travailler en coaching d'équipe, de travailler sur des notions dont on n'a pas forcément le temps de s'occuper au quotidien et qui vont permettre à l'équipe de gagner en maturité. C'est aussi le plaisir de se retrouver, c'est aussi le plaisir de pouvoir partager des moments ensemble, que ce soit du team building, que ce soit des activités qui vont nous permettre de renforcer le lien et qui vont nous permettre de faire perdurer le lien, quand bien même ensuite on revient en distanciel où on n'a pas l'occasion de se voir forcément tous les jours. Voilà sur la partie de l'accompagnement. Donc, vous l'avez compris, pour nous, en résumé, il y a vraiment 3 aspects qui vont nous permettre un petit peu, comme sur le visuel, vous voyez à droite, d'atteindre cet équilibre qui va faire que le télétravail va être bénéfique pour tous, que ce soit pour les collaborateurs, pour l'entreprise elle-même et pour l'ensemble de la communauté. Donc, évidemment, un cadre juridique qui soit adaptable et qui soit adaptable aux réalités de l'entreprise, un dialogue social, on l'a vu avec Kate, et puis un accompagnement qui soit individuel ou collectif pour pouvoir accompagner et avancer du mieux possible dans la mise en place de ce télétravail. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous ce soir. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va peut-être prendre, je vais reprendre le temps de voir les commentaires qu'on avait dans le chat et on va sans doute pouvoir réagir. N'hésitez pas à partager vos expériences, à poser des questions si vous en auriez. Et dans tous les cas, on se tient à votre disposition pour y répondre. On va peut-être prendre une première question. Je ne sais pas si Sylvie, Kay, vous avez pu... Oui, alors il y en a eu un peu, moi je regardais, Aymeric, enfin il y a eu des commentaires sur lesquels on peut peut-être réagir, et notamment pour ce qui me concerne sur l'accord collectif, puisque effectivement il est souvent prioritairement envisagé au niveau de l'entreprise, et se poser du coup la question de définir un cadre assez large au niveau de l'entreprise, et de définir plutôt des conditions pratiques au niveau de chaque équipe. Alors la difficulté en fait qu'on peut voir quand on fait quelque chose de trop large, c'est que finalement on permet aux managers de chaque équipe de manière finalement plus subjective qu'objective de dire moi dans mon équipe, alors qu'ils sont peut-être dans des mêmes conditions de travail, ils ne peuvent pas télétravailler. L'avantage, effectivement, de cadrer quand même les populations qui peuvent télétravailler de manière plus spécifique, selon moi, ça permet vraiment d'éviter d'avoir des différences de traitement sur lesquelles nécessairement les salariés viendront dès lors qu'ils considéreront qu'ils sont dans la même situation que le collègue de l'équipe d'à côté qui, lui, télétravaille. Donc, pour moi, accord d'entreprise ne veut pas dire que je ne peux pas aller jusqu'au niveau du service et de dire voilà, dans tel et tel service, quelles sont les activités ou pas qui sont télétravaillables, mais il faut quand même un niveau de précision suffisant pour permettre à chacun de savoir où il peut se retrouver, dans quel cas il peut se retrouver par rapport au télétravail. Et il y avait un deuxième point, c'est au lieu du télétravail, et si on parlait de flex working, alors effectivement, c'est très à la mode. La difficulté, selon moi, du flex working, c'est que
on perd toute maîtrise pour l'entreprise, puisque le flex working, c'est de dire tout le monde a, je sais pas, 10 jours, 12 jours, au cours desquels il peut dire moi aujourd'hui je viens pas en présentiel, je télétravaille. C'est vrai que de mon point de vue, ça permet plus aux managers et à l'entreprise de maîtriser un tant soit peu le cadre du télétravail. Et pour certains qui auraient derrière plutôt aussi une idée, parce qu'on le voit, le télétravail, ça permet aussi pour l'entreprise de faire un certain nombre d'économies de place et donc d'économies financières, parce que je vais libérer par exemple un plateau, des bureaux, etc. Du coup, j'enlève cette possibilité, puisque je suis dans l'incapacité de savoir qui va venir travailler et quel jour. Et je trouve qu'on perd un peu avec le flex working d'intérêt pour l'employeur sur certains points beaucoup plus pragmatiques que vont être effectivement le souci de l'économie de place, de l'économie financière, etc. Voilà pour ma part les questions. Alors, il y avait une autre question, mais qui est plus pour Kate. Quand je discute avec les représentants syndicaux ou les élus des CSE, la plupart s'avouent perdus face au télétravail. Quelle solution? Oui, s'avouent perdus. Ça dépend par rapport à quoi. La question est un peu compliqué, perdu parce qu'il y a un manque de communication avec les salariés, parce qu'ils se sentent désarmés, peu accompagnés par la direction. Est-ce que, finalement, votre question suscite d'autres questions, je suis désolée, mais est-ce que la direction, les managers sont inclus dans les discussions autour du télétravail? Parce qu'à partir du moment où les salariés remontent leurs problématiques vécues durant le télétravail, justement, pendant les réunions de CSE, c'est le moment de trouver des solutions conjointes. Donc, ils s'avouent perdus ou peut-être pas assez accompagnés. Je dis ça sans savoir, évidemment. Mais voilà, peut-être qu'il faut poser aussi les bonnes questions pour essayer de trouver les bonnes solutions. Mais là, comme ça, la question est un peu trop générale. Alors, perdus simplement parce que c'est quelque chose de nouveau pour eux, qu'ils connaissent peu ou qu'ils n'ont pas reçu l'accompagnement dont Aymeric parlait. Oui, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Tout l'intérêt d'accompagner et de pouvoir adapter le télétravail. Parce qu'effectivement, moi, je constate quand même que même si on en parle depuis plusieurs années du télétravail, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui est apparu comme une réalité du fait d'un contexte sanitaire. Mais je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, c'est quelque chose de peu connu. D'où l'intérêt de conserver une possibilité de l'adapter, parce que même si aujourd'hui on est en capacité dans une entreprise de faire un bilan parce qu'on a vécu ou subi le télétravail et qu'on peut en tirer des premiers enseignements, je pense qu'ils ne sont pas suffisants et qu'effectivement il faut se permettre cette adaptabilité au fur et à mesure des mois qui vont encore se profiler. Oui, et pourquoi pas proposer justement aux élus d'être formés sur ces points-là, que ce soit la négociation ou le thème même du télétravail, et aux managers d'être accompagnés pour justement trouver les meilleures solutions. Hein. Et pour rebondir sur ce point des managers, justement, et je rebondis sur un des commentaires, contrôler à distance le temps de travail, c'est perçu comme du flicage, mais surtout, ça n'a pas d'intérêt. Le temps de travail n'a rien à voir avec la productivité ou la qualité du travail. Mieux vaut gérer l'activité par l'atteinte des objectifs. Là aussi, je pense que justement, c'est lié à ce rôle, ou peut-être nouveau rôle du manager qu'on demande de plus en plus en entreprise. C'est aussi d'être complètement d'accord, d'être capable en fait de gérer ses collaborateurs par l'intermédiaire d'objectifs qui soient clairs, qui soient établis et qui soient aussi régulièrement remis au bout du jour, entre guillemets, en fonction de l'évolution et de la capacité à produire et à avancer sur l'atteinte de ces objectifs. Mais c'est justement pour ça qu'un accompagnement au niveau des managers est essentiel, parce que si on conserve des anciennes méthodes de management, tout en respectant évidemment le cadre juridique qui est essentiel et qui est là pour justement éviter les dérives. Mais si
on adopte ces anciennes méthodes, on ne va pas forcément pouvoir donner la meilleure expérience possible du télétravail à ses collaborateurs. Et du coup, derrière, il y a du frein et de la résistance. Si, Aymeric, excuse-moi de te couper, mais pour revenir sur le flicage quand on contrôle le temps de travail, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'on parle de télétravail ou de présentiel. Le temps de travail peut être et est contrôlé de toute façon, que ce soit par un système physique de badgeuse, que ce soit par des logiciels. La question, c'est pas vraiment de fliquer, c'est simplement un droit de l'employeur de vérifier que le temps de travail est bien respecté et que la charge de travail est bien assumée également. Donc, comme notre société actuelle est assez frileuse avec le système distanciel du télétravail, parce qu'on ne peut pas contrôler physiquement le travail qui est effectivement abattu par les salariés, faut bien trouver des solutions et ces solutions-là, elles se font à distance et elles se font par des moyens de contrôle à distance. Donc, ce n'est pas tant la question du flicage, c'est plus une question de respect du temps de travail comme le contrat de travail le prévoit, quoi. Et ça permet de protéger finalement aussi quelqu'un, c'est ça, le salarié qui, parce qu'on le sait, hein, le télétravail, c'est aussi synonyme quand je suis à la maison et que je finis ma journée de travail, il y a cette frontière est très mince entre ma vie pro-perso, et c'est aussi un réel enjeu sur lequel il faut être vigilant pour l'employeur, parce qu'on peut se retrouver à faire justement avoir des journées à rallonge, et du coup, ce contrôler va aussi dans le sens de préserver la santé et le bien-être du salarié. Il y a les deux aspects, contrôle des temps de repos. Alors, ce n'est pas qu'un droit, hein, d'ailleurs, de la part de l'employeur. Pour moi, c'est un vrai devoir que de contrôler la durée du travail, justement, pour tous ces aspects de santé et sécurité qui ne cessent pas parce que le salarié travaille de chez lui. Je dois quand même respecter ses temps de repos, son temps de vie privée. Donc derrière, alors j'en conviens parfaitement hein, que c'est souvent vu comme un flicage, mais en réalité derrière cette notion de contrôle du temps de travail, il y a un respect pour l'employeur de ses obligations et puis une obligation de santé et de sécurité qui quelque part découle un peu aussi de ce respect du temps de travail par le salarié. Il faut bien que je sois en mesure en tant qu'employeur de le quantifier, ce temps de travail. Alors, est-ce qu'on a peut-être une dernière question, une dernière réaction? En attendant, je vais mettre dans le chat un lien qui est un questionnaire pour avoir votre feedback sur ce webinaire. Ça nous sera très utile pour continuer à nous améliorer. N'hésitez pas à le remplir. Je vous mets le lien dans le chat. On va voir si on a une dernière question. Dans tous les cas, on se tient votre entière dispo pour peut-être approfondir l'échange ou approfondir ou étudier des problématiques que vous pourriez rencontrer dans vos entreprises sur le sujet du télétravail. Vous avez l'ensemble de nos coordonnées sur la dernière slide ou nos sites web également présents sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous recontacter. Un dernier conseil, Sylvie, Kate, qu'est-ce qu'on pourrait donner? Contactez-nous. Sécurisez vos relations de travail. Non, mais, belle conclusion. Et on peut rebondir sur ces trois mots-clés, rappelons-nous, donc l'importance de l'adaptabilité, le dialogue et un accompagnement au bénéfice des employés et aussi de l'entreprise tout entière dans la mise en place de ce télétravail. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été présents. Merci et à très vite, au plaisir de poursuivre l'échange. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.